Que feriez-vous si l'homme que vous avez sauvé vous poignardait dans le dos, non pas avec un couteau, mais avec un éclat de rire? La balle n'était pas en plomb, c'était le mot stérile. Elle fut tirée au cœur du Musée national du Prado, lors de l'événement le plus exclusif de la société madrilène. Il était un titan de la construction, propriétaire de la skyline de la capitale, un homme dont le nom, Arthur Pendleton, était gravé dans le marbre sur le nouveau pavillon d'art moderne. Elle, sa nouvelle épouse, Serafina, était son brillant trophée, un tourbillon de dentelle et de diamants. Et debout devant eux, au milieu du murmure révérencieux de la haute société espagnole, se tenait la femme que tous deux avaient écartée. L'ex-épouse, Lan. La nouvelle épouse s'est moquée d'elle pour la seule chose que l'ex-épouse n'a jamais eue, un héritier. Mais lorsqu'Arthur, le multimilliardaire, s'est uni à la moquerie avec un rire qui a résonné sous les plafonds voûtés et dorés du Prado, il a commis la plus grande erreur de sa vie. Non seulement il a humilié son ex-femme, il l'a libérée. Il a oublié qui elle était réellement. Et en le faisant, il lui a livré les clés de sa propre destruction. Acte 8, Lord Ali au Prado, l'air dans la salle. Goya n'était pas seulement de l'air, c'était une substance sous pression, dense avec l'arôme d'argent ancien, celui des lignées, de l'ambition nouvelle, celle des investisseurs étrangers, et le parfum enivrant de 1000 jasmins. Le gala annuel de la Fondation Pendleton était, sans discussion, le joyau de la couronne du calendrier social de Madrid. Être invité signifiait que vous étiez quelqu'un. Être ignoré signifiait que vous étiez le reste du monde. Eleanor Vance, pour la première fois en 6 ans, était de nouveau quelqu'un. Elle était arrivée seule, son nom une discrète addition à la liste des invités, assurée non par son ancienne connexion avec l'homme dont le nom de famille était sculpté sur le mur extérieur du bâtiment, mais par sa propre et silencieuse donation multimilliardaire. Elle portait une simple robe de soirée bleu nuit d'un jeune créateur de Salamanque que personne ne connaissait encore, et ses seuls bijoux étaient les boucles d'oreilles saphir vintage que lui avait laissées sa grand-mère. Elle était élégante, sobre et complètement invisible, jusqu'à ce qu'elle cesse de l'être. Arthur Pendleton présidait la scène près de l'immense toile des Ménines, un pharaon de bronze vêtu d'un costume désastre de la rue Serrano. Accroché à son bras, il y avait Serafina Duval, sa nouvelle épouse depuis 6 mois. Serafina était un cyclone de plumes blanches, d'éclatants et brillants diamants Cartier, chacun de ses mouvements calculés pour les photographes du magazine Hola. Eleanor avait essayé de les éviter. Elle avait fait sa donation, échangé des compliments avec le directeur du musée et prévoyait une sortie tranquille. Mais Serafina l'avait découverte. Comme une panthère guettant un faon, ses yeux se sont plissés et un sourire cruel et magnifique s'est étendu sur son visage. Elle s'est glissée vers elle, traînant Arthur. « Eleanor, je t'ai presque pas reconnue. Tu as l'air tellement simple. » « C'est courageux, » a roucoulé Serafina, son accent français résonnant de moquerie. Eleanor inclina la tête. « Serafina, Arthur, mon cœur. Ce n'est pas courageux, » a continué Serafina, laissant sa main se poser de manière protectrice sur son abdomen, légèrement arrondi. Une nouvelle qui avait inondé les premières pages de la Press People ce matin-là même. L'air a crépité. Serafina s'est penchée, baissant la voix en un murmure complice. «
mais assez fort pour que le petit cercle de donateurs et de journalistes proches puisse entendre. « Je me sens tellement béni, » a dit Serafina, caressant la protubérance, « de pouvoir donner à Arthur ce qu'il a toujours mérité. Un héritage, un héritier, c'est la chose la plus importante qu'une femme puisse faire. Tu ne crois pas? » Le visage d'Eleanor est resté un masque d'indifférence polie. « Je crois qu'il y a de nombreuses façons de construire un héritage, Serafina. » Serafina a ri, un son cristallin et fragile. « Oh, Claire, pour celles qui ne peuvent pas le faire naturellement. » Elle a regardé Eleanor de haut en bas, avec un éclair de fausse pitié dans ses yeux. « Ta vie doit être tellement silencieuse. Tant de temps, tant d'argent, et pas de petits héritiers à montrer. C'est dommage que tu n'aies jamais pu lui donner ça. » Elle a marqué une pause dramatique. Certaines femmes sont simplement incomplètes. Les mots sont restés en suspens dans l'air, un coup délibéré et venimeux. Tous les présents ont retenu leur souffle. Tous connaissaient l'histoire, ou l'histoire qu'Arthur leur avait vendue. La tragique et stérile première épouse. Les yeux d'Eleanor ne se sont pas dirigés vers Serafina, mais se sont fixés sur Arthur. Elle s'attendait à ce que lui, l'homme qu'elle avait connu pendant 2 décennies, l'homme qu'elle avait élevé, l'homme qu'elle avait protégé, arrête cela, qu'il montre une once de décence. Arthur Pendleton a croisé son regard, et une lueur de quelque chose a traversé ses yeux. De l'agacement? Non, c'était de la reconnaissance. Et alors il a fait la seule chose qui scellerait son destin. Il a ri. Ce fut un petit son, un grognement d'air dédaigneux et condescendant. Il a enlacé la taille de Serafina et l'a rapprochée. « Sois gentil, mon cœur », a-t-il murmuré, assez fort pour que tout le monde entende. Ce n'est pas de sa faute si elle est stérile. Le mot « stérile » a fait écho. Ce n'était pas un murmure. C'était une sentence. La petite foule s'est visiblement détendue. Le roi avait parlé. La blague était permise. L'ex-épouse était une proie facile. Mais Eleanor Vance n'a pas pleuré. Elle n'a pas rougi de honte. Un calme glacial étrange s'est posé sur elle. La douleur qu'elle avait vécue dans sa poitrine pendant des années ne s'est pas estompée. Elle s'est cristallisée. Elle est passée d'une douleur sourde à une pointe dure comme un diamant. Elle a regardé Serafina, la fille superficielle et cruelle qui croyait avoir gagné. Puis, elle a regardé Arthur, l'homme qui venait de confirmer qu'il était un lâche. Elle a souri, un sourire minuscule et froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu vas regretter ce rire, Arthur », a-t-elle dit, sa voix claire et basse, coupant les murmures. Les deux. Elle n'a pas attendu de réponse. La tête haute, elle a fait demi-tour et est partie, sa simple robe flottant derrière elle comme les robes d'une reine. Elle est passée devant Carmen Torres, la journaliste vedette de Hola, qui griffonnait furieusement dans son carnet, ayant complètement oublié la mode. Arthur Pendleton l'a regardé partir, avec une lueur d'inquiétude sous sa bravade. Mais Serafina s'est contentée de rire à nouveau, plus fort cette fois. Que va-t-elle faire? Écrire un poème triste à ce sujet? Dans son arrogance, Arthur avait oublié la première règle de son propre succès. Eleanor Vance ne fanfaronnait jamais, et elle ne perdait jamais, jamais. Acte 2, la vérité, derrière le mensonge. Le voyage de retour vers son penthouse dans le quartier de Salamanca fut silencieux. Son chauffeur, un homme qui était avec elle depuis 10 ans, savait qu'il était préférable de ne pas demander si elle avait passé une bonne soirée. Eleanor ne s'est pas couchée. Elle est entrée dans son bureau,
une salle avec vue sur le Retiro, dont les murs n'étaient pas tapissés d'art, mais de plans architecturaux et de brevets encadrés. Elle s'est servie un seul verre de Ronsa Kappa Exo, s'est assise sur sa chaise en cuir et a laissé tomber le masque. Les larmes qui ont jailli n'étaient pas pour l'insulte, elles étaient pour la folle qu'elle avait été. Stérile. Le mot était un mensonge, une couverture épaisse et suffocante de mensonges qu'elle avait elle-même tissé. Un mensonge qu'elle avait accepté de porter comme un linceul pour le protéger. Son esprit est remonté 12 ans en arrière. Ils n'étaient pas Arthur Pendleton, le titan, et Eleanor, l'épouse discrète. Ils n'étaient qu'Arthur et Ellie, travaillant depuis un garage loué à Palo Alto de la Moraleja. Il était le vendeur, le visionnaire avec le sourire à 1 million d'euros. L'était le cerveau. Eleanor Vance n'était pas seulement une socialite. Elle possédait un double diplôme du Politecnico di Milano en ingénierie structurelle et en informatique. La technologie centrale sur laquelle Pendleton Constructions a été bâtie, un matériau biosynthétique révolutionnaire qui se trouvait maintenant dans tout. Des gratte-ciel des 4 tours aux drones militaires, ce n'était pas à Arthur, c'était à elle. Elle provenait de sa thèse de 3e cycle. Il l'avait convaincue de mettre l'entreprise à son nom. Ça a meilleure allure, avait-il dit. Un homme fort à la tête. Nous sommes une équipe, Ellie. Ce qui est à moi est à toi. Elle l'avait cru, et à mesure que l'entreprise grandissait, elle s'était retirée, le laissant prendre le mérite. Elle aimait le travail, pas les projecteurs. Puis vint le désir d'une famille, ou plus exactement, le désir d'Arthur, d'un héritier. Ils ont essayé pendant 2 ans. Rien. Puis vinrent les rendez-vous, les salles stériles et blanches des cliniques de fertilité, les questions invasives, les regards de pitié des infirmières. Eleanor se souvenait du moment exact où le mensonge a commencé. Une consultation à la clinique Exos de Barcelone. La docteure Elena Cruz, la meilleure endocrinologue de la reproduction du pays. Le dossier avec les résultats des tests. La docteure Cruz n'avait pas regardé Eleanor. Elle avait regardé Arthur. Les résultats du test sont concluants, avait dit la docteure Cruz d'une voix douce. Madame Pendleton, votre fertilité est parfaitement normale. Excellente, en fait. Arthur avait souri avec une autosuffisance de « je le savais » jusqu'à ce que la docteure continue. Monsieur Pendleton, le problème ne vient pas de votre épouse. Ces tests montrent des complications extrêmes. Azoospermie, compte viable 0. C'est congénital. Elle a marqué une pause. Pour être clair, Monsieur Pendleton, vous êtes biologiquement stérile. Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Eleanor se souvint du silence, du bruit de l'horloge murale. Tic-tac, tic-tac. Elle sentit un soulagement. Ce n'était pas elle. Après des années à se sentir comme un échec, ce n'était pas elle. Mais Arthur. Arthur s'était détruit. Son arrogance, sa fanfaronnade, tout s'est effondré. Il n'a pas vu un diagnostic médical. Il a vu une invalidation. C'est impossible, avait-il sifflé. Votre test est faux. Nous l'avons fait 3 fois, Monsieur Pendleton. Ceci ne peut pas se savoir. Arthur avait bégayé. Pâle. Mon père, mon conseil d'administration. Il me voit comme un leader. Ceci me ruinerait. Un Pendleton qui ne peut pas produire un héritier. C'est une blague. Eleanor avait vu l'homme qu'elle aimait se dissoudre en un enfant paranoïaque et terrifié. Il l'avait regardé, ses yeux suppliants. « Ellie, s'il te plaît, personne ne peut le savoir. Cela détruira l'entreprise.
cela nous détruira, nous. Et à ce moment-là, elle avait pris la décision qui définirait sa vie. Elle lui avait pris la main. « Ils ne le sauront pas », avait-elle dit. « C'est moi. Je serai responsable. C'est moi qui ne peux pas. » Elle avait sacrifié sa réputation, sa vérité, sa propre identité, pour protéger son ego fragile. Leur divorce, des années plus tard, fut une affaire tranquille et amicale. La narration était déjà établie. Arthur désirait désespérément une famille, et la pauvre et stérile Eleanor ne pouvait pas la lui donner. Il avait été généreux dans l'accord de règlement. Mais le règlement était la deuxième mensonge. Eleanor n'avait pas voulu son argent. Elle avait voulu sa liberté. Mais elle n'était pas stupide. Elle avait un levier. Les brevets originaux de sa technologie biosynthétique. Elle a accepté de concéder les brevets principaux à Pendleton Construction pour une redevance nominale. La licence était liée, inextricablement, à un accord de confidentialité et de non-dénigrement blindé de 20 pages. Il ne pourrait jamais parler de sa condition. Elle ne pourrait jamais parler de la sienne. Elle l'a payé pour qu'il se taise. Elle a payé pour endosser le blâme. Et cette nuit, avec un rire, avec un mot, stérile, devant la journaliste de Hola, il avait rompu le contrat unilatéralement. Eleanor a terminé son rhum. La glace a teinté dans le verre vide. La douleur était partie, remplacée par une furie froide et calculatrice. Non seulement il s'était moqué d'elle, non seulement il l'avait traitée de stérile, il l'avait libérée. Elle a pris son téléphone et a composé un numéro. Une fois, Marcus, a-t-elle dit d'une voix ferme. C'est Eleanor. Réveillez-vous. Nous avons du travail à faire. Pause pour l'interaction. Pensez-vous qu'Eleanor a eu raison d'assumer le blâme pour protéger Arthur? Ou son sacrifice était-il la racine de sa propre douleur? Laissez-nous votre avis sur le sacrifice d'Eleanor dans les commentaires. Acte 3. Le piège de Seraphina. Seraphina Duval Pendleton admirait son reflet sur la surface de l'ascenseur de son penthouse. Les diamants, la robe, l'éclat de la grossesse. Tout était parfait. Elle avait gagné. Elle avait vaincu le fantôme d'Eleanor Vance. Elle est entrée dans son immense appartement, retirant ses loups-boutins d'un coup de pied. Arthur était déjà au bar, se servant un brandy fort. Eh bien, c'était amusant, a gargouillé Seraphina, l'embrassant sur la joue. Tu as vu son visage? J'ai cru qu'elle allait se transformer en poussière. Tu y es allé un peu fort, tu ne crois pas? Il n'était pas réactif. Son calme, tu vas regretter ça, ressemblait moins à une menace qu'à une prévision météorologique. Balivernaise, mon cœur, a dit Seraphina, passant ses mains sur ses épaules. Il fallait la remettre à sa place. Tout le monde avait besoin de voir que je suis le présent, et elle est le passé pathétique. Je suis celle qui te donne un fils, l'héritier Pendleton. Arthur s'est adouci, sa main allant à son ventre. L'héritier? Oui, c'est la seule chose qui compte. Seraphina a souri, mais c'était le sourire d'une louve. Elle n'était pas seulement une épouse trophée, elle était une opportuniste qui avait attendu toute sa vie un coup aussi gros. Mais sa victoire reposait sur un mensonge bien plus dangereux que celui d'Eleanor. Seraphina était enceinte, mais l'enfant n'était pas celui d'Arthur. Le vrai père était actuellement au conseil d'administration de Pendleton Constructions, observant son cousin avec une patience affamée. Julian Pendleton, le cousin plus jeune, plus astucieux et beaucoup plus implacable d'Arthur. Quelle affaire de Seraphina avec Julian avait commencé 6 mois avant qu'elle ne rencontre Arthur. Julian
était son plan à long terme. Arthur n'était que le raccourci. Le plan était simple et brutal. Julian connaissait le secret d'Arthur. Il avait enquêté pendant des années à la recherche d'un levier et avait trouvé une ex-assistante mécontente qui se souvenait de la crise médicale étouffée des années auparavant. Il soupçonnait la stérilité. « Tu es le cheval de Troie, Serafina », lui avait dit Julian lors d'un moment volé sur la Costa del Sol. « Fais-le t'épouser. Tombe enceinte de mon fils. Il sera tellement désespéré d'avoir un héritier qu'il ne remettra jamais en question le calendrier. Il l'annoncera au monde, et une fois qu'il l'aura fait, il sera piégé. » Le plan était que Serafina découvre l'infertilité d'Arthur après la naissance du bébé. Déclare l'enfant un miracle d'un donneur de sperme qu'elle avait utilisé par désespoir et peigne Arthur comme un monstre pour lui avoir menti. Dans le chaos qui en résulterait, Julian activerait un vote de censure au Conseil, utilisant la fraude d'Arthur comme levier, et prendrait le contrôle de l'entreprise. Le bébé, leur bébé, serait l'héritier Pendleton, et lui et Serafina contrôleraient toute la fortune. Mais cette nuit, Serafina était devenue suffisante. Le gala, l'humiliation publique d'Eleanor. Cela avait été son idée. Un jeu de pouvoir spontané et mesquin. « Elle est hors de propos, Arthur », a insisté Serafina, remplissant son verre. « C'est une femme triste et sans enfant qui conçoit des bâtiments ou je ne sais quoi. Elle n'est rien. Nous sommes tout. » Arthur a bu, le brandy lui brûlant la gorge. Il voulait la croire. Il avait besoin de la croire. Il avait construit toute son identité sur le fait d'être le fort, le fertile, le roi. Le sacrifice silencieux d'Eleanor avait été le fondement de son empire. Il venait de le détruire avec un marteau. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le téléphone de Serafina a vibré. Un SMS d'un numéro bloqué. « Idiote! Tu n'as pas seulement piqué l'ours, tu as piqué le dragon. Ce n'était pas le plan. Arrange ça. » C'était de Julian. Le sang de Serafina s'est glacé. Elle a regardé Arthur, qui regardait maintenant par la fenêtre, perdu dans ses propres pensées incertaines. Elle avait pensé qu'elle jouait avec lui, mais alors qu'elle se tenait là, dans sa robe à 1 million d'euros, un frisson la traversa. Et si Eleanor n'était pas le seul fantôme dans ce penthouse? Et si dans sa hâte de gagner une petite bataille mesquine, elle venait de déclencher une guerre à laquelle elle n'était pas préparée? Elle voulait être la reine. Elle commençait à suspecter qu'elle n'était qu'un pion. Acte 4. La révocation de la fondation. Il n'a pas seulement enfreint le contrat, Marcus. Il l'a annulé. Eleanor était assise dans la salle de conférence, au mur de verre, du cabinet d'avocat de Marcus Thorne. Il était 3 heures du matin. La table était jonchée d'une copie de son accord de licence originale, son accord de divorce, et une seule vidéo granuleuse du gala qui circulait déjà sur les blogs de potins. Marcus Thorne, un homme qui facturait 2000 $ de l'heure et valait chaque centime. Il a appuyé sur un bouton. Un grand écran s'est éclairé, montrant la vidéo. Serafina. Le geste d'incomplétude. Arthur. Rire. Ce n'est pas de sa faute si elle est stérile. Marcus, un homme qui avait vu des titans d'entreprise éventrés par une seule virgule mal placée, a joint ses mains. Il a dit le mot. Stérile, en public. Devant Carmen Torres de Hola, rien de moins. C'est une violation claire de la section 4, sous clause A, le pacte de non-dénigrement. Exact, a dit Eleanor, sa voix dénuée d'émotion. Et la section 12,
clause C. Que dit-elle? Marcus a lu, un lent sourire s'étendant sur son visage. Elle dit « Une violation du pacte de non-dénigrement par l'une des parties annule tous les accords associés, y compris l'accord de licence de brevet Pendleton-Vance de 2018, à la discrétion de la partie non contrevenante. » Il leva les yeux, sentant tout le poids de ces mots. Eleanor, la licence de brevet Pendleton-Vance, ce n'est pas seulement un brevet. C'est le brevet, le matériau Vance Synth. C'est la technologie fondamentale pour 92% de la ligne de produits de Pendleton Constructions. C'est le matériau de leur nouvelle ligne de contrat de défense, la ligne Alcazar. C'est le cœur de toute leur valorisation de 80 milliards d'euros, a affirmé Eleanor, comme si elle commentait la météo. Marcus s'est penché en arrière. « Mon Dieu, Eleanor, vous l'avez concédé sous licence? Pourquoi? » « Pour 1 euro par an, et son silence. Et il vient, avec un rire, de tout vous rendre. » Marcus a commencé à faire les 100 pas, son esprit bourdonnant. Il ne vous a pas seulement insulté, Eleanor. Il vient de commettre un suicide d'entreprise. Que voulez-vous faire? C'était le moment. Elle pourrait le poursuivre pour dommages et intérêts. Accepter une indemnisation massive, le ruiner dans la presse. Mais Eleanor n'était pas intéressée par son argent. Elle était intéressée par son travail. Lorsque nous avons divorcé, a dit Eleanor, j'ai accepté un petit règlement, mais j'ai également lancé une nouvelle entreprise silencieuse. Vance Technologies. Elle opère en mode furtif depuis 5 ans. J'ai amélioré le brevet. J'ai créé le Vance Synth 2.0. Il est 50% plus résistant, 30% plus léger et 100% ma propriété. Marcus a cessé de marcher. Eleanor, qu'est-ce que vous dites? La Itokada, l'entreprise d'Arthur, est basée sur un produit obsolète. Il ne le sait tout simplement pas encore. Et à partir de 8h20 ce matin, il n'a même plus la licence pour utiliser ce produit. Elle a glissé un document sur la table. Je ne veux pas le poursuivre pour de l'argent, Marcus. Je veux acquérir. Marcus a lu le document. C'était une proposition. Une offre de rachat hostile. Vous allez utiliser la violation de brevet pour forcer une inexécution, a-t-il murmuré, réalisant l'audace. Vous n'allez pas le poursuivre pour des dommages. Vous allez réclamer les actifs construits sur votre propriété intellectuelle volée. Vous allez prendre toute l'entreprise. Pas toute l'entreprise, a dit Eleanor, se levant et marchant vers la fenêtre. Le soleil commençait à teindre le ciel de Madrid de pourpre. Toute l'entreprise est gonflée, inefficace et construite sur son ego. Je veux seulement la division de défense Alcazar, les laboratoires I+D, les parties qui étaient miennes depuis le début. Il se battra, a averti Marcus. Le conseil se battra. Qu'il se batte, a dit Eleanor, son reflet la fixant dans le verre. Ils sont sur le point de découvrir que tout leur empire est construit sur une fondation que je suis sur le point de révoquer. Envoyez la première lettre à 8h30, un ordre de cessation et d'abstention à toutes les usines de Pendleton Constructions, avec effet immédiat pour contrefaçon de brevets. Cela paralysera leurs opérations mondiales. L'action se... Oui, elle le fera, a dit Eleanor, et une deuxième lettre, a-t-elle poursuivi. Au conseil d'administration, une réunion d'urgence demain. Dites-leur que Mademoiselle Vance a une proposition pour les sauver de la ruine que leur PDG vient de causer. Marcus a regardé la femme devant lui. Ce n'était pas l'ex-épouse tranquille et stérile que le monde croyait connaître. C'était une architecte, et elle venait de dessiner les plans de l'exécution la plus brutale
et la plus élégante qu'il ait jamais vue. Il n'aurait pas dû rire, Eleanor, a dit Marcus. Non, a acquiescé Eleanor, regardant la ville s'éveiller. Il n'aurait pas dû. Acte Symbos, le tremblement de terre Pendleton. La première secousse a frappé à 9h01. Arthur Pendleton était dans sa salle de sport privée lorsque son téléphone a commencé à vibrer si violemment qu'il a failli tomber du tapis de course. Il l'a ignoré. C'était son directeur des opérations, Roberto. Roberto pouvait attendre. La deuxième secousse a frappé à 9h15 lorsqu'il est entré dans la salle des opérations de sa propre entreprise. L'atmosphère était un tombeau. L'énorme bandeau d'informations sur le mur, normalement une mer de verre, était une cascade de rouge sang. PDN 2250, PDN 330, PDN 90. Qu'est-ce qui se passe? A rugi Arthur, attrapant l'analyste le plus proche. Nous ne savons pas, monsieur, a bégayé le jeune homme. Un ordre de cessation et d'abstention vient de parvenir à l'agence de presse. Toutes nos usines de fabrication, Chine, Allemagne, Madrid, sont en train de fermer. C'est un litige de brevet. L'action est en chute libre. Litige de brevet? Avec qui? C'est ça, monsieur, a dit l'analyste, le visage blanc. Le dossier est de Vance Technologies. Nous ne savons pas qui elle est, mais Arthur, lui, le savait. Il n'a pas couru vers son bureau. Il s'est téléporté. Il a claqué la porte, ses mains tremblantes. Vance. Ce n'était pas possible. Elle n'était pas. Sa ligne privée a sonné. C'était Marcus Thorne. Tu ne peux pas faire ça, Eleanor, a-t-il hurlé au téléphone, sautant les formalités. C'est de la folie. Tu vas nous détruire. Tu vas te détruire toi-même. Ton action est liée à ça. Il entendit la voix de Marcus Thorne. Elle était incroyablement calme. Bonjour, Arthur. Je crains que Mademoiselle Vance ne soit plus actionnaire. Elle a vendu ses actions restantes il y a plus de 6 mois à valeur maximale. Intelligent, en vérité. C'est comme si elle savait qu'un élément instable pourrait compromettre l'intégrité de l'entreprise. Arthur ne pouvait pas respirer. Elle bluffe. C'est du chantage. Combien veut-elle? 10 millions. 100. Mademoiselle Vance n'est pas intéressée par votre argent, Arthur. Elle est intéressée par votre propriété. L'ordre de cessation et d'abstention est réel. Vous avez 24 heures pour arrêter toute production utilisant sa propriété intellectuelle, ce qui, si je me souviens bien, est tout. Mais vous ne pouvez pas. Cette licence, elle était blindée. Elle l'était, a acquiescé Marcus avec satisfaction. Jusqu'à ce que vous vous leviez lors d'une fête pleine de journalistes et que vous enfreigniez la clause de non-dénigrement. Traitez votre ex-épouse de stérile? Tsk, tsk. Non seulement cruel, Arthur, catastrophiquement cher. Le conseil a été notifié. Ils se réuniront demain à 10h. Je vous conseille d'y assister. La ligne a cliqué et s'est coupée. Arthur s'est effondré sur sa chaise. Stérile. Un mot. Un rire. La troisième secousse a frappé à midi. L'article de Carmen Torres pour Hola a été mis en ligne. Ce n'était pas une chronique de potin. C'était un assassinat de caractère corporatif. Il était intitulé « Le rire du roi », comment l'hubris d'Arthur Pendleton vient de lui coûter un empire. Il ne faisait pas que rapporter l'insulte, il l'analysait. Il peignait Séraphina comme une usurpatrice bon marché et cruelle. Il peignait Arthur non comme un roi, mais comme un homme faible et pathétique, qui se cachait derrière les jupes de sa nouvelle épouse, tout en se moquant de la femme qui avait construit son royaume. Il recontextualisait tout. Toutes les vieilles histoires de l'épouse stérile
ressemblaient à ce qu'elles étaient, une campagne de dénigrement misogyne. À 14 heures, l'action de PDE a été suspendue. L'entreprise avait perdu 40% de sa valeur. Des milliards. Effacés. La 4e secousse était personnelle. Il a fait irruption dans le penthouse. Serafina était dans le salon, au téléphone avec son publiciste, criant « Comment ça, Ola ne prend pas mon appel? Je suis... »« Sors !» a murmuré Arthur, sa voix tremblant d'une rage si froide qu'elle l'a terrifié. « Quoi, Arthur, mon cœur? C'est juste un article idiot. »« Toi, » a-t-il dit, s'avançant vers elle. « C'était toi. Ta performance mesquine et stupide. Il fallait que tu la piques. Il fallait que tu gagnes. »« J'étais en train de te défendre !» a hurlé Serafina, reculant. « Tu ne me défendais pas. Tu allumais un feu de forêt. As-tu une idée de ce qu'elle a fait? Il a attrapé un vase Ming inestimable, un qu'Eleanor avait acheté, et l'a lancé contre le mur. Il s'est brisé. « Elle nous poursuit en justice !» a gémi Serafina. « Pire, » a-t-il rugi, « elle ne nous poursuit pas. Elle révoque. » Il ne comprenait même pas toute la portée, mais il savait que c'était grave. Les brevets, l'entreprise, tout est lié à elle. L'esprit de Serafina s'est emballé. Julian, le plan. C'est trop tôt. Le bébé, a-t-elle tenté, sa main allant à son ventre. Arthur, le stress, l'air. Je me fiche de l'air, a-t-il crié. À quoi sert un héritier s'il n'hérite de rien? Il a agrippé son bras. Tu vas arranger ça. Tu vas l'appeler. Tu vas t'excuser. Tu vas la supplier. Serafina a regardé cet homme pathétique et brisé. Sa seule ancre, son pouvoir, avait disparu, et à sa place se trouvait un tyran terrifié. Elle l'a juste regardé, sa propre panique grandissant. Le plan était en ruine. Julian ne lui avait pas répondu depuis des heures. L'homme qui avait ri 24 heures auparavant avait disparu. L'homme devant elle pleurait. Appel à l'action, Sarah. Arthur a commis l'erreur de sa vie par son orgueil. Selon vous, quelle est la plus grande erreur que les hommes d'affaires commettent en sous-estimant leurs épouses? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer si vous sentez que la justice est en marche. Acte X. L'exécution à la tour Pendleton. La salle de conférence au 80e étage de la tour Pendleton était une cathédrale de verre et de peur. Les membres du conseil, d'anciens titans de l'industrie, des milliardaires de la technologie et des généraux à la retraite, étaient réunis. Il y avait une chaise vide à la tête de la table. Arthur était assis à droite, ayant l'air d'avoir vieilli de 20 ans. Serafina n'était nulle part. Julian Pendleton était assis à l'extrémité opposée, son visage un masque parfait et illisible. « C'est une injustice !» a hurlé Arthur, bien que sa voix fût faible. « Un litige matrimonial. C'est une femme amère. C'est une femme qui vient de nous coûter 30 milliards d'euros en 8 heures, Arthur !» a grogné le général Garrido, un homme qui dirigeait la division de défense Alcazar. J'ai un appel du ministère de la Défense qui crie à la sécurité nationale. Nos contrats sont gelés. Expliquez cela. Nous sommes en négociation. Les portes au fond de la salle se sont ouvertes. Eleanor Vance est entrée, flanquée de Marcus Thorne et d'une équipe de comptables légistes. Elle portait un tailleur pantalon blanc, aiguisé comme un rasoir. Elle ressemblait à un ange vengeur. « Mademoiselle Vance, » a dit le général Garrido, se levant. « Vous n'appartenez pas à ce conseil? »« Non, » a dit Marcus Thorne, sa voix remplissant la pièce. « Mais sa nouvelle entreprise,
Vance Technologies? Oui. À partir de ce matin, Vance Technologies a acquis une participation de Trent Pendleton Constructions, achetée sur le marché libre avec un rabais significatif. Elle est maintenant la plus grande actionnaire individuelle. Elle a le droit d'être ici. Le conseil a regardé fixement. Arthur semblait qu'il allait vomir. « Bonjour, messieurs, » a dit Eleanor, sa voix froide et claire. Elle a pris le siège vide à la tête de la table. Le siège d'Arthur. « Dispensons-nous des formalités, » a-t-elle dit. « Il y a 20 ans, j'ai inventé un matériau appelé Vance Synth. J'ai permis à M. Pendleton de construire une entreprise autour de lui en son nom, en échange de son silence sur une délicate affaire personnelle. » Elle a marqué une pause et ses yeux ont rencontré ceux d'Arthur. Il a rompu cet accord. Il m'a traité de stérile lors d'une fête, a dit Eleanor. Et pour la première fois, chaque personne dans cette salle a entendu l'histoire de son côté. Un terme qu'il savait être faux, un mensonge qu'il a créé, un mensonge que j'ai porté pour lui pendant 15 ans pour protéger son ego. Sa condition. Le conseil est resté en silence. « Condition ?» a murmuré un membre. Arthur Pendleton était, et a toujours été, stérile, a déclaré Eleanor sans embâge. Le halètement dans la salle était assourdissant. Arthur était exposé. Le roi n'était non seulement nu, c'était une fraude. « Ce qui ?» a continué Eleanor, son regard balayant la table, nous amène à un fascinant problème secondaire. Ses yeux se sont posés sur Julian, et puis, pour la première fois, elle a reconnu l'éléphant dans la pièce. « Serafina », a-t-elle dit, bien que la femme ne fût pas là. Sa nouvelle épouse, qui, selon la Press People, est enceinte. La salle est passée du silence à un trou noir. La tête d'Arthur s'est relevée. Il a regardé Julian. Julian a simplement souri. Les membres du conseil, des hommes qui vivaient et mouraient par le calcul, ont fait les comptes en même temps. Homme stérile, plus épouse enceinte. Il semble, a dit Eleanor, que le legs de M. Pendleton ne lui appartiennent pas. Arthur a regardé Julian. La trahison totale, a finalement atterri. L'affaire, le bébé, les actions. C'était un coup d'État. « Julian !» s'est étranglé Arthur. Julian a finalement parlé. « C'était un bon plan, Arthur, mais tu t'es négligé. Tu as laissé ton ego s'interposer. » Ainsi, a interrompu Eleanor, reprenant la salle. « Voici la situation. Votre PDG est une fraude. Votre héritier est un imposteur. Et toute votre entreprise est coupable de contrefaçon massive de brevets. À partir de maintenant, elle a appuyé sur un bouton. L'écran principal s'est éclairé. Ceci, a-t-elle dit, est le Vance Synth 2.0. C'est la technologie que j'ai perfectionnée. C'est ce que le marché veut vraiment. Il rend le matériau que vous utilisez tous obsolète. Elle leur a offert une option. Option A. Vous ne faites rien. Mon ordre de cessation et d'abstention est maintenu. Pendleton. Constructions fait faillite d'ici vendredi. Vous perdez tous tout. Je construis mon entreprise sur vos cendres. Elle a marqué une pause. Option B. Vous votez. Tout de suite. Destituer Arthur Pendleton comme PDG. Destituer Julian Pendleton du conseil. Je ne travaille pas avec des traîtres. Donnez-moi une participation majoritaire. 51%. Nommez-moi présidente du conseil et PDG. En échange, je concéderai le Vance Synth 2.0 sous licence à cette entreprise. Je sauverai les contrats Alcazar.
Je sauverai vos fortunes. Le général Garrido n'a pas hésité. Tous pour la destitution d'Arthur Pendleton. Toutes les mains se sont levées, sauf celle de Julian et Arthur. Tous pour la destitution de Julian Pendleton. Toutes les mains. Tous pour, a dit le général, la nomination de Mademoiselle Eleanor Vance en tant que présidente du Conseil et PDG. Le vote fut unanime. Arthur Pendleton est simplement resté là. Une coquille vide. Il avait perdu son entreprise, son épouse, son faux enfant et son héritage. Tout pour un rire. Eleanor s'est levée. « Merci, messieurs. La nouvelle ère de cette entreprise commence maintenant. Mon équipe sécurise le 80e étage. » Elle a regardé les deux cousins. « Arthur, Julian, la sécurité va vous escorter à la sortie. » Eleanor s'est approchée d'Arthur, qui fixait la table. Elle s'est penchée. Sa voix un murmure que lui seul pouvait entendre. « Qui est incomplète maintenant, Arthur? » Épilogue. L'architecte de Milius. L'effondrement d'Arthur et Séraphina fut rapide et mérité. Il a fini par être une figure pathétique dans les bars du Mille de Oro. Un monument vivant à sa propre stupidité, buvant du brandy et balbutiant sur son ex-épouse. Stérile qu'il avait volé. Personne ne l'écoutait. Séraphina, trahie par Julian, qui fut également neutralisé par les clauses de non-concurrence d'Eleanor, fut vue pour la dernière fois par un photographe de Ola, à la gare d'Atocha, se disputant avec un employé de la gare routière, tandis que le vieux monde brûlait. Eleanor Vance était en train de construire. Sous sa direction, l'entreprise ne s'est pas seulement stabilisée, elle a explosé. Forbes l'a mise en couverture. L'architecte du billion, la femme qui a construit, a été trahie. Et l'a construit mieux. Un an après l'exécution dans la salle de conférence, Eleanor a reçu un appel de la docteure Elena Cruz, l'endocrinologue. « Eleanor, » a dit la docteure d'une voix douce, « je viens de lire votre profil dans El País, femme de l'année. Je voulais juste m'excuser pour toutes ces années. J'étais lié par l'éthique, par ces menaces, mais je regrette d'avoir fait partie de ce mensonge. » Eleanor a marqué une pause, regardant depuis son nouveau bureau vitré, la ville qui était maintenant véritablement sienne. « Elena, » a-t-elle dit d'une voix chaleureuse, « vous n'avez pas fait partie de son mensonge. Vous étiez la seule personne dans cette salle à me dire la vérité. Vous n'avez rien à vous excuser. » Pourtant, ce qu'il vous a fait, comment il vous a appelé? « C'est juste un mot, Elena, » a dit Eleanor, et il n'a plus de pouvoir. L'inauguration du nouveau projet d'Eleanor n'a pas eu lieu au Prado. Ce n'était pas dans le quartier de Salamanca. C'était sur un terrain vague depuis une décennie dans le quartier de Vallecas, un quartier ouvrier. C'était une journée froide et lumineuse. La foule n'était pas composée de socialités à plumes, mais de leaders communautaires, de parents adoptifs et d'une centaine d'enfants bruyants et excités avec des casques bleus brillants. Eleanor Vance est montée sur le podium. Elle portait un élégant et pratique manteau de laine, les cheveux relevés. Elle semblait heureuse. Après son discours sur le nouveau bâtiment, une journaliste a appelé. C'était Carmen Torres, de Ola. Elle n'était plus sarcastique. Elle était humble. « Mademoiselle Vance !» a-t-elle crié. « Carmen Torres, Ola, il y a un an, je vous ai vu être humiliée. Maintenant, vous êtes la femme la plus puissante de Madrid. Vous avez reconstruit un empire. Mais je dois vous demander, après tout cela, regrettez-vous parfois de ne pas avoir eu d'enfant à vous? » La foule s'est tue. C'était la question.
celle qui l'avait définie. Eleanor a souri, un sourire authentique, brillant et inébranlable. Elle a marché jusqu'au devant du podium, ses yeux rencontrant les enfants au premier rang. « Merci pour cette question, Carmen », a-t-elle dit, sa voix claire et résonnant dans l'air froid. C'est une question qui m'a suivi toute ma vie, dans les chuchotements, dans les regards de pitié, et lors des fêtes, dans des blagues très fortes et cruelles. Pendant 15 ans, j'ai vécu en silence. J'ai permis qu'un récit soit écrit pour moi, une histoire de ce qui me manquait, une histoire d'être incomplète, une histoire d'être stérile. Je l'ai fait pour protéger l'ego fragile d'un homme. Je pensais que c'était de la loyauté. J'avais tort. Mon ex-mari et les hommes comme lui croient qu'un héritage est quelque chose de simple et de primaire. C'est du sang. C'est un nom. C'est un fils. Ils croient que la valeur d'une femme n'est liée qu'à ce qu'elle peut produire. Ils se trompent tragiquement. Elle a tendu les mains, pointant les plans du bâtiment derrière elle. Un héritage ne consiste pas à produire, il consiste à construire. Un véritable héritage ne concerne pas ce que vous laissez derrière vous dans votre sang. Il concerne ce que vous laissez derrière vous dans le monde. Il concerne les fondations que vous posez pour les autres. Aujourd'hui, nous sommes debout sur ce qui était autrefois appelé terre stérile. C'était négligé. C'était sous-estimé. C'était oublié. Il a beaucoup en commun avec moi. Et aujourd'hui, nous planterons une graine. Pas une graine d'ego, pas une graine de sang, une graine d'opportunité, une graine de connaissance, une graine d'espoir. Elle a pointé le panneau qui était dévoilé. Le Centre pour enfants Eleanor Vance, une académie de STEM. Art et leadership pour la prochaine génération. Mon prédécesseur, a-t-elle dit, pensait qu'un héritier était quelque chose qu'il pouvait acheter ou créer par un mensonge. Mais ce sont mes héritiers, a-t-elle pointé les enfants. Ce centre, cette promesse, c'est ma famille, c'est mon héritage. Alors, pour répondre à votre question, Carmen, est-ce que je regrette de ne pas avoir eu un enfant? Non, parce que j'ai réalisé que je ne suis pas la mère d'un. Je suis l'architecte de milliers. Je n'ai jamais été stérile. J'étais juste occupé à construire un avenir meilleur. Elle s'est retournée. Elle a pris une pelle dorée et l'a enfoncée dans la terre froide. La foule a éclaté. Les flashs des caméras, cette fois, n'étaient pas pour un scandale. Ils étaient pour un commencement. Alors qu'elle soulevait la première pelletée de terre, une petite fille avec un casque a couru et lui a tendu une marguerite un peu fanée. Eleanor Vance a pris la fleur, ses yeux brillants, et a ri. Un rire réel, complet, joyeux. C'était le seul qui comptait, réflexion finale. Et là se termine notre histoire. Un rire lors d'une fête. Un moment de moquerie cruelle et publique est devenu le détonateur de la plus grande remontée de l'histoire de l'élite de Madrid. La nouvelle épouse, qui croyait tout avoir, a appris qu'un bébé n'est pas une arme. C'est une personne. Et le milliardaire, qui croyait être un roi, a appris que la femme qu'il appelait stérile était en réalité la seule qui pouvait faire pousser quelque chose de réel. Eleanor Vance a prouvé qu'un héritage ne concerne pas ce que vous produisez, mais ce que vous construisez. Qu'avez-vous pensé de la vengeance finale d'Eleanor? Pensez-vous que c'était une justice karmique, ou était-elle trop froide et calculatrice? Faites-moi part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez adoré cette histoire de châtiment et de triomphe, veuillez montrer votre soutien. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir une bonne remontée. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une histoire.
nous avons de nouveaux drames qui arrivent chaque semaine.